Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour la tribune du mardi. Nous sommes en direct et nous sommes en train d'inaugurer avec cette émission le studio Were Liking du nom d'une grande dame de la culture africaine qui est installée en Côte d'Ivoire. Elle est de nationalité camerounaise, d'origine camerounaise, mais aujourd'hui elle porte sur elle toutes les nationalités et elle a pu mettre en route de nombreux talents africains aujourd'hui reconnus à travers le monde. Dobé Niaoré, son père Boni Niaoré, et ainsi de suite. En tout cas, tous ces talents sont des talents qui ont été révélés par Were Liking, encore une fois, grande dame de la culture, d'origine camerounaise, mais installée en Côte d'Ivoire depuis des lustres. Et ce studio porte donc son nom, ce studio. Nous l'inaugurons aujourd'hui avec cette émission sur la profanation de la tombe de Didier Arafat. C'est un sujet pour nous très important parce que ce qui s'est passé pendant ce week-end à Abidjan, nous estimons que c'est un comportement inadmissible et nous avons l'occasion d'en parler ce soir en compagnie de Dr Moudjegou Tessa. Bonsoir, vous êtes psychologue. Tout à fait, merci, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour essayer de nous expliquer certains éléments des comportements qu'on a pu avoir pendant l'organisation de ces obsèques. Et puis, sur ma droite, nous avons Carl Rogers, qui est animateur de télé, animateur très chevronné, très expérimenté, qui a fait le tour de nombreuses capitales africaines. Bonsoir. Bonsoir, en l'occurrence Abidjan, et j'ai connu Arafat quand il était tout jeune, au début de sa carrière. Donc, en quelle année? Je l'ai connu, Arafat, en 2007. Après, on a passé un très bon moment en 2010 au Sénégal lors du festival mondial des arts nègres, bien sûr le dernier festival. Et depuis, on a resté quand même un moment en contact très longtemps. Et après, quand il a pris son envol, quand il est devenu une véritable star, c'était difficile de l'avoir. Mais bon, c'est quand même quelqu'un avec qui on avait de bonnes relations. Et cet envol, comment est-ce que vous l'avez ressenti? Il est parti véritablement dans les cieux, il a plané sur toute la Côte d'Ivoire, sur toute l'Afrique même. Sur tout le monde entier. Il faut reconnaître que certainement un des artistes les plus contestés du continent. Pour ses frasques et pour ses sorties surtout sur Internet, ses directs et ses vidéos sur sa chaîne YouTube, mais quand même un artiste qui a su vendre et le coupé décalé à travers le monde, qui a su donner une image, qui a su faire respecter justement ce courant musical qui a été créé au début des années 2000 par Doug Saga, dont d'ailleurs il porte aujourd'hui le grade de roi, d'ailleurs, à titre posthume peut-être. Alors, docteur Moudjegou, vous êtes psychologue. Voici un garçon qui a brillé de mille feux, mais qui avait deux personnalités en lui. Il y avait son talent, sa technicité et tout, et puis de l'autre côté, son côté bad boy. Mais c'est tout ça qui a fait son succès, j'allais dire. Tout à fait, parce que rendez-vous compte que tout individu, et là l'artiste, il faut le prendre dans sa gestalt, c'est-à-dire dans sa forme. Et ce sont pratiquement ces deux facettes qui construisaient sa personnalité. On le détestait par ses phrases, ses couacs, ou encore son franc-parler, même s'il était déplacé. Mais par son œuvre, il devenait l'artiste. Et c'est toute cette forme, toute cette gestalt qui faisait de lui ce qu'il était. Alors comme ça, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête du public? Bon, des fois, on a l'impression que le public aime ce genre si on peut utiliser le mot, de clasheur. Ben oui, tout à fait. Ben, rendons-nous compte que, est-ce que, la question qu'il faut se poser ici, c'est de savoir, est-ce que ce n'est pas, ou ce n'était pas un comportement organisé? C'est une forme de manipulation. Comment arriver à me faire connaître, me faire vendre? Il faut créer quelque chose qui va susciter, entre guillemets, le buzz. Et le buzz, c'est quoi? Le buzz, c'est ça. Mais il avait déjà son talent.
Non, il a du talent depuis sa première sortie, son premier single, hommage à DJ Jonathan d'ailleurs, qui est un de ses amis, qui aussi est mort dans les mêmes conditions, par le plus grand des hasards. DJ Jonathan comme DJ Arafat, des fans de moto. C'est comme il l'a expliqué, DJ Arafat, c'est Jonathan qui lui donne sa première chance parce que Arafat commence très jeune en tant que DJ. Dans les maquis, on sait un tout petit peu comment ça se passe à Abidjan, les maquis occupent une place prépondérante. Des maquis géants. Des maquis géants, pas les petits bars des Libreville pour rester au Gabon ou au Cameroun. Il y a des vrais maquis que j'ai connus moi à Abidjan, comme le Macori Gasoil, ça s'appelle encore le Stade de France. Les maquis de la rue Princesse. Les maquis de la rue Princesse, rien à voir. Shanghai. Le Shanghai, etc. Et effectivement, il est pétri de talent depuis la première sortie, hommage à Didier Jonathan, qui est une belle chanson. D'ailleurs, moi je regrette pourquoi il n'a pas continué dans cette lancée, où il avait justement le côté chanté qui était magnifique. Bon, après, il a développé le côté atalakou, le côté un peu coupé décalé métallique. Métallique, en mode rap, qui a plutôt été bien accueilli par le public et qui a fait un peu son succès. Mais c'est quand même quelqu'un de pétri de talent. Et comme a dit le docteur il y a quelques instants, c'est justement prémédité les sorties des DJ Arafat. C'est buzz. Bien calculé. Vous pensez que c'est calculé? C'est du marketing pur et simple. Il fallait. Qu'est-ce qu'on aime au monde? Le scandale. Les gens n'aiment que le scandale. Tous les artistes qui ont eu du succès sont passés par le scandale. Et c'est ce qu'il a fait. Il a compris qu'il fallait faire du scandale sa marque de fabrique. Et aujourd'hui, il en sort, il va à la droite du père en étant le roi du coupé-décalé, décrété à l'unanimité, décrété par tout le monde. Tout le monde dit c'est le roi, il n'y a rien, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Justement, pas parce que c'était le meilleur chanteur de coupé-décalé, on va y revenir, mais parce que... C'était peut-être le plus talentueux aussi, parce qu'il a eu à organiser beaucoup de choses, à créer beaucoup de concepts. Exactement, il a créé beaucoup de concepts, il était changeant, il a quasiment tout fait. Il a amené le coupé-décalé à un niveau qu'on ne pouvait pas imaginer. Il a mis du rap, du reggae, de la chanson, du soukous, toutes les tendances musicales y étaient, du hip-hop dans le coupé-décalé. Et même du traditionnel, on l'a vu. On l'a vu, même dans le traditionnel, justement. Il a apporté une touche toute particulière au coupé-décalé, ce qui fait qu'il reste reconnu aujourd'hui comme étant le meilleur de tous. Alors, est-ce que c'est vrai que tel qu'on a vécu, c'est comme ça qu'on vous organise des obsèques, docteur Moudjegou? Ben, là, il faut déjà... Parce que dans ces obsèques, il y a eu tellement de dispositions spéciales. Oui, parce que rendez-vous compte que si cet événement a pris ses proportions, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ancrage psychologique. C'est-à-dire cette traçabilité neurologique qui vous imprègne le système nerveux. Et M. Karoudjos le disait tout à l'heure, en faisant le buzz, ben, vous marquez les consciences, vous marquez la mémoire. Mais n'empêche que les dispositions spéciales ont été prises surtout par le gouvernement de Côte d'Ivoire, à tel point que l'on a parlé de récupération politique. Ben oui, vous savez, en tout cas, la politique, pour quelqu'un pour un artiste qui était connu, une méga star, mondialement reconnue, ben, je pense bien que là, c'était pratiquement un moyen pour le public de pouvoir faire une bonne et belle sortie. Dommage que tous les paramètres n'étaient pas au rendez-vous. Et on a connu ce qui est arrivé. Alors, est-ce que ces dispositions spéciales étaient nécessaires pour quelqu'un de la trempe de DJ Arafat? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que personne n'attendait. Personne ne s'attendait justement à une mort prématurée de DJ Arafat. On ne pouvait pas s'imaginer. Il parlait, lui, beaucoup de la mort. Oui, il a eu beaucoup d'accidents. Il a eu beaucoup d'accidents, justement, et on ne s'attendait pas à ce qu'il meure un jour, surtout de cette manière, et surtout pas ce jour-là. Alors, il y a beaucoup de coïncidences. Déjà, il meurt le jour de la Tabaski, qui est une fête religieuse. Il meurt le jour de la Tabaski, parce qu'on va y revenir sur la date, parce que le jour de son accident, dans tous les cas, c'est le jour de la Tabaski, même si c'est déclaré le lendemain, et on attribue le décès le lendemain, mais on sait un peu tous qu'il est mort quasiment sur place, sur le champ. Alors, il y avait ce côté dont personne ne s'y attendait. Après, derrière, on se rend compte de l'œuvre, on se rend compte on fait le point dans la tête, on regarde ce qu'il a laissé. On dit, mais franchement, oui, il y a eu beaucoup d'artistes ivoiriens, mais quand on est, oui, à part Alpha Blondy, mais qui a franchement vendu la Côte d'Ivoire en si peu de temps? Ah, il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres. Bon, c'est un débat. Moi, je veux revenir parce que sur le côté chaud, sur le côté au quotidien, parce qu'il est resté au top quand même pendant 15 bonnes années. 15 bonnes années, il est au top. Et la preuve, c'est quand il est mort,
tous les autres artistes ont tenu à venir à ces obsèques. Il était reconnu, les témoignages, les hommages de partout dans le monde entier. Je crois que le gouvernement ivoirien ne peut pas rester insensible à de telles obsèques. Et donc, le gouvernement ivoirien avait déjà un peu fait pour Doug Saga, également à sa mort. Maintenant, il y a le côté récupération politique dont vous... Alors, certains disent que oui, c'était normal de le faire, mais ça la veille aussi des élections. Est-ce qu'on n'en a pas fait trop? Peut-être pas trop, peut-être qu'il y a eu un peu plus de moyens que prévu, ce qui fait que... c'est ça qui fait le trop. Oui, c'est ça. Le gouvernement ivoirien a juste pris l'engagement d'organiser. Après, il y a eu des donations, ça et là. Ce qui fait que, puis ils ont mis en place un comité d'organisation, donc ça c'est sur le plan artistique, ce qui fait que après c'est devenu quelque chose de vraiment bling-bling. Parce que plus, depuis l'annonce de la mort d'Arafat, plus les jours passaient, plus on se rendait compte que c'était vraiment une méga star et qui méritait des obsèques dignes d'une méga star. Au même titre il y avait aussi la pression qui montait avec toutes ces rumeurs. Les Chinois, effectivement. Ouais, surtout la pression des Chinois, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs entre. Il n'est pas mort, parce que les fans ont toujours du mal à accepter. Bob Marley, ils ont eu du mal à accepter. Elvis Presley, ils ont eu du mal à accepter. Michael Jackson, ils ont eu du mal. Je parle des grandes légendes. Arafat, ça a été le même cas. Il y a un degré de fanatisme des Chinois, de ce qu'il appelait lui-même les Chinois. Et les gens, il y avait beaucoup de doutes dans la tête des gens. Non, c'est un buzz. Quand on connaît Arafat, tout le monde se disait, ne vous en faites pas. Tout ce show-là, il va apparaître là et vous dire, bienvenue. D'accord. Alors, on va un peu faire le point. On va ramasser tout cela dans le sujet que voici. Un sujet commenté par Marie-Paul Redombina qui reprend un peu la carrière de Didier Arafat, mais une carrière qui s'achève justement de cette façon, de la façon la plus brutale, cet accident, et ses obsèques qui s'achèvent également de la façon la plus inadmissible avec une profanation. Debout, debout. Dans les gradins, tout le monde se tient debout. Tous les Chinois. Un grand rendez-vous, une sorte de festival du jamais vu en Côte d'Ivoire. Ce sont les obsèques grandeur nature de Didier Arafat où dans une ambiance musicale éclectique, 10 000 policiers et 400 vigiles ont été mobilisés pour l'occasion. C'est dire l'ampleur de l'événement. Plusieurs milliers de fans ont fait le déplacement au stade Félix Houphouët-Boigny pour ce dernier hommage avant l'inhumation ce samedi. Les Chinois, comme il appelait ses fans en raison, disait-il, de leur grand nombre, étaient plus que déterminés à remplir ce stade de 45 000 places. Fait le plus marquant, il est rare que les obsèques d'un personnage public retiennent à ce point l'attention du public. Entre concerts, discours et recueillements, la veillée artistique organisée au stade Félix Houphouët-Boigny a duré jusqu'au petit matin ce samedi 31 août, heure de la levée du corps. Dans la foulée, les fans ont entamé une procession de 13 km jusqu'au cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, où l'immense tombe noire du roi du coupé-décalé l'attendait. Fait insolite, quelques heures après son inhumation, le corps du chanteur ivoirien a été profané par ses fans, mécontents d'avoir été tenus à l'écart de l'enterrement qui se déroulait dans l'intimité familiale. Selon eux, il ne s'agirait pas de leur idole, mais plutôt d'un mannequin en caoutchouc. La police a été obligée d'intervenir pour disperser la foule près du cimetière. Pourtant, la cérémonie d'hommage exceptionnelle pour le roi du coupé-décalé s'était déroulée sans incident toute la nuit. Alors, docteur Moudjigou, on est passé à un hommage qui s'est bien déroulé, notamment au stade Félix Houphouët-Boigny à cette profanation après l'enterrement. Tout le monde a crié au scandale, c'est inadmissible. Personne ne peut accepter cela du corps de son parent. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens qu'on dit être en plus des fans de Didier Arafat? Oui, il faut reconnaître ici que le phénomène qui a animé ces fans peut s'expliquer à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de l'hystérie collective. Alors, à partir de là, il faut d'abord remonter, c'est que dans leur imaginaire, les fans n'étaient pas préparés à cette séparation. Parce que le sentiment de séparation, c'est quelque chose qui fait mal. Lorsque vous prenez conscience que la personne que vous avez idéalisée n'est plus là, en amont, vous êtes d'abord dans ce qu'on appelle le déni de la réalité. Non, il n'est pas mort. On attend qu'il revienne. Force est de constater que cette attente est tellement longue que
le constat, c'est bel et bien le Il y décès. a même un pasteur qui a annoncé qu'il allait le ressusciter. Bon, en tout cas, c'est à lui. Alors, donc, par rapport donc à ce déni de la réalité, beaucoup des fans n'étaient pas encore convaincus de cela. C'est vrai que lorsque la manifestation se déroule au stade Houphouët-Boigny, je pense que jusque-là, nous sommes dans une ambiance festive. Tout se passe bien. Mais lorsque... Il y a eu des moments quand même de grande émotion. Oui, de grandes émotions, c'est clair. Ça, il faut le reconnaître. Bon, alors, lorsque les parents décident donc de inhumer le corps de façon privée, Ou les autorités. ou les autorités, Pas les parents. ou les autorités, merci. Alors, rendez-vous compte qu'à ce moment, il y a dans la tête donc, de ces fans ce que j'appellerais donc le syndrome du fanatique perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu comme une forme d'exclusion. Il fallait donc un continuum pour arriver à faire le deuil. Et le véritable problème, il est là. Les fans de l'artiste n'ont pas encore fait le deuil. Entièrement d'accord. Alors est-ce que les autorités n'auraient pas dû imaginer une autre façon d'associer les fans de Didier Arafat à cet ultime départ à l'inhumation? Franchement, les autorités s'y attendaient. Les autorités, le comité d'organisation s'y attendaient. Si vous avez suivi la cérémonie, justement, cette grande veillée artistique depuis 16 heures sur la RTI 2, vous avez compris que tous ceux qui faisaient le défilé, tous ceux qui venaient, excepté les artistes qui venaient de l'étranger, mais la plupart des maîtres de cérémonie avaient toujours un message à passer aux Chinois pour dire il faut honorer la mémoire jusqu'à la fin correctement. Surtout au petit matin, quand la dépouille est arrivée au stade après la levée de corps. Les Chinois, le corps va rentrer, franchement jusque-là, toute la nuit ça s'est bien passé, on compte sur vous. Parce qu'ils avaient déjà eu vent, ou ils s'y attendaient. Ils savaient que les Chinois n'avaient pas encore fait le deuil. Et ils étaient au courant de tous les doutes autour justement de ces obsèques. Est-ce que le succès j'allais dire, de l'hommage au stade n'a pas fait baisser la garde? Alors, la seule façon de faire baisser la garde, c'était simple. C'était justement d'associer, comme a dit le docteur, justement les Chinois à ces obsèques. Il fallait faire un tour du cercueil ouvert, de manière organisée avec les 10 000 policiers et les 40 000 vigiles, comme on nous a dit. Ça aurait tué toutes les suspicions. C'était simple de dire, OK, pourquoi il n'y a qu'une seule partie des gens qui ont fait le tour, les artistes? Laissez les Chinois, ce sont eux les vrais fans. La vraie famille, c'est celle-là. Ils faisaient le tour, ils reconnaissaient parce qu'il y a eu trop de rumeurs entre les francs-maçons. Moi je dis, ce qui a été entendu ça et là, les francs-maçons ont décidé de prendre le corps parce qu'il paraît qu'il y a eu 3 corbillards qui ont embrouillé les Chinois. Un parti vers la présidence, un parti dans une autre direction, un autre. Ce qui fait que les fans, il y a eu tellement le doute qui a circulé dans la tête de certains fans. Et puis le bouche à oreille a fait que non, il faut qu'on vérifie si c'est vraiment notre tueur. S'ils veulent faire des pratiques, parce que pour certains, c'est l'État ou les autorités ou les gens qui font des pratiques occultes qui ont tué leur artiste parce que son étoile brillait et ils ont besoin de ces gens-là. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que comme on ne peut pas les élections en 2020 en Côte d'Ivoire, ils savaient qu'ils ont besoin d'une étoile comme ça pour gagner haut la main les élections. Donc il y a eu tellement de rumeurs autour de cela. Moi je pense que ce n'est pas forcément de la délinquance, mais l'État a mal géré, ou le comité d'organisation a mal géré la fin des obsèques. Franchement, je crois qu'il y a une part de responsabilité de cela. Ok. Bien, dans les dispositions spéciales dont je parlais tout à l'heure concernant l'organisation des obsèques de Didier Arafat, il y a la date, vous en aviez parlé tout à l'heure, il y a la date de la mort. Il y a eu tellement de dispositions spéciales, mais moi j'ai été frappé justement par le fait qu'au stade Félix Houphouët-Boigny, là-bas, je ne sais pas si ça a été fait sciemment ou sans s'en rendre compte, eh bien, on a annoncé que Didier Arafat est effectivement décédé, non pas le lundi 12 à 8h, mais plutôt le dimanche 11 à 22h35. On peut l'attester avec le sujet que voici. La Chine! La Chine! Avant la deuxième intervention religieuse, rappelez-vous, il était 22h35 quand Ange Didier Arafat, perdait la vie dans un accident. Dans
quelques minutes, c'est-à-dire à 22h35, nous allons faire une minute de silence. Nous allons orienter nos regards vers Ange. Pour la deuxième intervention spirituelle religieuse, j'invite l'archevêque Kodia Guy Vincent. Alors, voilà donc qui est clair. Officiellement, on a annoncé qu'il est décidé le 12 à 8 heures. Et puis voilà, là, pendant la cérémonie, on nous rectifie les choses de façon claire et nette. La vérité finit toujours par triompher. Il est décidé le 11 à 22h35. Y a-t-il une raison Mais est-ce que ce n'est pas peut-être une mauvaise interprétation ou peut-être la mauvaise retranscription du maître des cérémonies? Ça peut être cela. J'ai dit, moi, C'est-à-dire? Mais alors, Yves Zogbo, il a peut-être voulu dire, c'est exactement à cette heure-là que l'accident se produisait. Parce que l'accident se produit exactement à 22h35, mais ça ne veut pas dire qu'il a perdu la vie. Parce qu'après, il n'a pas dit que l'accident s'est produit bon, à 22h35, il a dit qu'il a quitté à 22h35. C'est ça que je dis, parfois, quand moi je suis maître de cérémonie, je sais de quoi je parle. En général, on a des réunions avec des gens qui te disent, voici, et puis toi, tu as la façon de retranscrire le message. Si tu le retranscris mal, malheureusement, le message il est passé. Alors, j'ai envie de dire ici, est-ce que ce n'est pas un petit lapsus donc, de notre maître de cérémonie ou ce n'est pas aussi une façon, un lapsus révélateur? Ça peut être les deux. Donc, ça n'a fait qu'alimenter justement. Voilà. À entendre ce qu'il dit, il nous confirme clairement que Arafat rend l'âme le 11 à 22h35. Après, nous, on nous annonce la mort le lendemain. D'ailleurs, on nous a dit 8 heures, après on nous a dit vers midi, le ministre de la Culture dit c'est vers midi, vers 11h, midi qui voulait aller. Alors, y a-t-il une raison à tout cela? Mais la raison, c'est qu'ils ont voulu cacher. La vérité est la suivante. Ils ont voulu cacher la mort. Ils ont voulu alimenter. Malheureusement. Quelle raison? Parce qu'ils redoutaient la réaction des Chinois. D'ailleurs, on se rend compte, le 12 en question, quand on a déclaré la mort, il y a des Chinois qui n'ont pas accepté. Il y a d'ailleurs une rumeur, ce 12-là. Mais en plus, on peut justement décaler le moment de l'annonce, mais on conserve la réalité des choses. Oui, mais après... La réalité des choses, c'est certainement le décès à 22h35, le 11. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont voulu cacher la vérité à certaines personnes, peut-être aux enfants, à la famille directe, etc., etc. Et puis on a voulu protéger dans un premier temps la journaliste de la RTI, de Radio Côte d'Ivoire. Qui a été prise dans cet accident? Oui, c'est sur qui la radio? Parce qu'elle est recherchée, la pauvre, elle est en sécurité. La pauvre, ils ont réussi à dévoiler son identité et on a même dû faire alimenter une rumeur selon laquelle elle aussi serait décédée pour la protéger. Il y a eu tellement de paramètres autour de tout cela qu'il fallait retarder. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que ça va trop vite. La Côte d'Ivoire, ça va vite, les informations vont tellement vite, il y a tellement de témoins, il y a des caméras de surveillance qui nous ont même montré la scène de l'accident, ce qui n'est pas le cas dans certains pays en Afrique. Donc, c'était difficile de cacher. Mais s'ils avaient la possibilité de cacher certaines informations, on nous aurait déclaré la mort peut-être un mois plus tard. Alors, docteur Moudjegou, quand c'est comme ça, l'individu qui est le fan, que vous analysez, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il y a des informations qui s'entrechoquent, la réalité, la non-réalité, il réagit comment? Mais tout à fait. Rendez-vous compte que lorsque les informations se choquent et s'entrechoquent, il y a ce qu'on appelle une forme de dissonance cognitive. Parce que en tout cas, tout de suite, il faut réagir en essayant d'évaluer le pour et le contre. Mais ce qu'on considère comme étant le pour, est-ce que c'est vraiment le pour ou c'est vraiment le contre? Alors, si vous devez revenir sur l'explication qu'il faudrait donner à ce phénomène, cela est expliqué, oui, ça a déjà été expliqué par Tard sur la contagion mentale, donc l'effet de groupe, voyez-vous. Alors, comme disait M. Carl Rogers ici, si l'information avait été, entre guillemets, manipulée par les autorités, c'est vrai que beaucoup de paramètres peuvent rentrer en ligne de mire dans les explications. Est-ce que, ici, le corps médical avait déjà pris les dispositions nécessaires pour essayer donc d'informer qui de droit? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Alors, comment l'information atterrit auprès des autorités ou encore auprès de ceux qui divulguent bel et bien l'information? Ça, c'est aussi une autre... Qu'est-ce qu'on craignait? Bon, maintenant, le truc, c'est qu'on craignait, comme disait M. Carl Joyce ici, c'est la contagion mentale. Aussitôt dit, quelle allait être la réaction? Parce que je me rends compte que... Ma question demeure.
On peut retarder l'annonce, Oui. mais on peut garder la réalité de la date et de l'heure. Tout à fait. Mais nous sommes toujours rattrapés par la vérité. La vérité finit par triompher, c'est ce que vous avez dit. Parce que les conséquences, on les voit. La profanation de la tombe. Alors, moi, je ne suis pas totalement d'accord. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses spéciales autour des obsèques de DJ Arafat, mais on doit pouvoir quand même reconnaître qu'aller jusqu'à profaner sa tombe, ouvrir la chemise, etc., des images insoutenables, est-ce qu'il y a véritablement des explications à cela? Les explications sont nombreuses. Comme je disais, il y a des rumeurs alimentées autour entre on veut prendre le corps pour travailler avec, comme on dit dans le jargon, travailler entre guillemets, ils veulent travailler le corps d'Arafat qui était une étoile. Entre les gens qui nous disent c'est une manipulation, Arafat en réalité n'est pas mort, mais qu'il est en train de... Il fallait que les gens se rassurent. En réalité, comme j'ai dit, ce n'est pas... ce n'est pas motivé par... Comment des jeunes gens, à peine 20 ans, qui... Mais on a eu une vidéo qui fait le buzz d'un enfant de 10 ans, qui est venu raconter 10 ans, qui raconte l'histoire pour dire que lui... Qui vont jusqu'à ouvrir une tombe, à sortir le corps, ça choque. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive en Côte d'Ivoire, monsieur Bouquet. Absolument, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais n'empêche que ce soit 1, 2, 3 ou 10 fois, c'est toujours inadmissible. Mais je suis totalement d'accord. Ça salit complètement l'image de leur idole. Et c'est pour ça qu'il y a certains Chinois qui sont indignés. Moi, j'allais dire l'image plutôt des fans. C'est ça. L'idole est partie. Oui, mais l'idole est partie. Il y a un degré de fanatisme, comme il a dit le docteur. Il y a un degré de fanatisme qui fait qu'on a besoin de se rassurer, surtout lorsqu'on se sent exclu. C'est comme une femme, une veuve à qui on dit tu ne peux pas assister aux obsèques de ton mari. Tu te dis mais il y a quel problème? Oui, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème de valeur? Est-ce que ces jeunes-là sont imprégnés d'un certain nombre de valeurs? J'allais dire même la peur, le respect des morts. Je ne sais pas, il y en a beaucoup comme ça. Mais quand on parle de contagion mentale, il y a comme une forme de dédoublement de la personnalité. On vous dit, prenez une personne, mettez-le dans des conditions telles, vous voyez le comportement qu'il adopte, et prenez cet même individu, inséré dans un groupe, c'est une personne tellement transformée. C'est clair. Il faudrait voir, lorsque vous voyez les autorités afficher les images ou les photos des principaux meneurs, leaders de cela et tout, comme vous dites, c'est vrai qu'il y a des valeurs. Mais est-ce que ces personnes étaient, ou ces jeunes étaient conscients? Mais puis dans cette avalanche, le comportement humain n'est pas linéaire. Monsieur Abougui, on vous voit aujourd'hui, présentateur d'une grande émission, ok, tout de suite on nous appelle, on dit, on appelle vos proches, voilà ce qui s'est passé. Mais entre le présentateur, le journaliste, et celui qui a commis... Est-ce qu'il n'y a pas une ligne rouge qui a été franchie? C'est ça, la fameuse ligne rouge. C'est ce dédoublement de la personnalité. Est-ce que ces adolescents étaient conscients ou sous l'effet de stupéfiants, par exemple, ou encore par l'effet de groupe? Ce qu'on leur a remis dans la tête. On leur dit que là, c'est pas le corps d'Arafat, c'est des poupées gonflables. Ça circulait cette information. Ce sont des poupées gonflables. Ce n'est pas Arafat lui-même. Ils sont allés jusqu'à vérifier les tatouages. Sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est que, d'après scientifiquement, ce qu'on nous dit, c'est que dès que tu meurs, les tatouages meurent avec toi. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus visibles. C'est ce que j'ai appris. Je n'ai pas eu le temps de vérifier cette information. Mais d'après certaines discussions avec certains, je n'ai pas vu un spécialiste pour me confirmer cette information. Ce qu'on nous a dit, c'est que quand tu es tatoué, quand tu meurs, tous tes tatouages disparaissent. Et effectivement, quelqu'un me fait remarquer que pourquoi est-ce que je suis d'accord avec le fait que Arafat soit décédé à 22h25, 35, le même jour, parce que les doutes justement sur Arafat commencent là. Ce jour-là, quand il fait son accident, on commence à douter. Il y a des petits rumeurs qui disent, c'est bizarre, on n'a pas vu ses tatouages, est-ce que ça a été vraiment lui? Ça veut dire qu'il était certainement déjà mort. Si cette information sur les tatouages est avérée, ça veut dire qu'il était vraiment mort sur le champ. Ok, une chose est claire, c'est que tout le monde, à travers le monde, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, tout le monde a été choqué par ces images fortes, dégradantes de la profanation de la tombe de Didier Arafat. Et nous allons nous rendre à Abidjan. Essayer de prendre en ligne un journaliste culturel, justement, qui a déjà rencontré à plusieurs reprises Didier Arafat. Il s'agit de Hucher Alima, c'est un journaliste culturel qui va
Alors, Richard, c'est rapide. Comment est-ce que vous avez ressenti ce choc de la profanation de la tombe de Didier Arafat? J'ai été choqué. J'ai été catastrophé, horrifié de voir les images de la dépouille de Didier Arafat être profanées de la sorte. J'ai été d'autant plus horrifié que je me suis mis un tant soit peu à la place des parents du défunt, à la place des enfants de Didier Arafat. Des enfants dont certains parmi eux ont l'âge d'aller sur les réseaux sociaux et qui immanquablement tomberont un jour ou l'autre sur les images de la dépouille de leur père être profanée. Et quand je pense à cela, je suis vraiment, vraiment, vraiment triste. En termes d'explication, je n'en ai pas de logique et de démontrable. Tout ce que je peux dire, c'est que il y a quelqu'un qui a dit que la foule ne raisonne pas. Et ce penseur-là, en le disant, voulait nous faire comprendre qu'une foule en colère raisonne d'autant moins. Pendant la veillée organisée à la mémoire de Didier Arafat au stade Fou-Boigny, certains de ses fans se sont sentis pas assez proches des événements, on va dire. Ils ont ressenti ça comme une injustice. Ils n'ont pas digéré le fait de ne pas avoir le droit de s'incliner une dernière fois sur le corps de leur idole. Et certaines rumeurs que je ne veux pas relayer ici ont attisé cette colère-là, ont corroboré les idées, parfois fausses, qu'ils avaient en tête. Et j'imagine que ces idées et ces rumeurs-là qui les ont poussés à poser l'acte qu'ils ont posé. Je peux comprendre qu'ils soient frustrés, les fans de Didier Arafat, de n'avoir pas été mis au premier plan dans les obsèques de leur idole, de n'avoir pas pu, je ne sais pas moi, faire la procession qu'ils auraient souhaité ou même s'incliner individuellement sur la tombe. Mais en même temps, en termes d'organisation, j'imagine que ça ne pouvait pas être possible, vu qu'il y avait entre 30 000 et 50 000 personnes au stade. Cette frustration peut être comprise, mais de là à aller jusqu'à profaner la tombe de quelqu'un que vous preniez comme votre idole, ça par contre, ça ne s'explique pas. Et j'avoue que depuis lors, je me perds en conjecture, je me perds en tentative d'explication. Comme je l'ai dit, je comprends d'une part la frustration et la colère des Chinois, des fans de Didier Arafat, mais d'autre part, quand on aime quelqu'un, on ne pousse pas le bouchon jusqu'à aller l'humilier même dans sa tombe. C'est vraiment triste et il faut condamner cet acte-là. Moudjegou, les explications de notre confrère journaliste Hichem Alima rejoignent certaines des vôtres, mais lui, il n'accepte pas la situation. Mais personne ne peut accepter cela, M. Moguet. Personne ne peut accepter cela. Parce que rendez-vous compte que pénétrer dans l'intimité de l'individu sans pourtant qu'on vous donne l'autorisation ou on vous ouvre la porte, c'est pratiquement aller au-delà des limites. C'est clair. Qui pourrait accepter la profanation de la tombe de son parent? Personne. C'est vrai que nous sommes dans une forme d'indignation. Même si, quelque part, la mémoire collective aimerait que ces fans fassent le deuil ou encore soient excusés pour ce qu'ils ont fait, mais dépasser ces limites, l'excuse ne tient plus debout, c'est clair. Bien. Et il n'est pas surprenant, par exemple, que les autorités mettent en place des mesures drastiques pour
sévir ce type de comportement. On va y arriver. On va prendre le temps de retourner à Abidjan et de rencontrer, de suivre la vidéo, le sujet d'une dame, Madame Laurentine Aguié-Kofi. Elle est juriste, mais elle est surtout membre de la société civile. Elle est présidente d'une organisation, justement, de la société civile, et elle donne son sentiment concernant cette affaire. J'ai très mal, mais alors très mal encaissé les images de profanation de la tombe de l'artiste ivoirien DJ Arafat. C'était des sentiments de colère, Vraiment, j'étais très mal. En plus, ce sont des Chinois, c'est-à-dire les fans de l'artiste qui ont profané sa tombe. Mais c'est inimaginable. C'est-à-dire, voilà un artiste qui, de son vivant, était aimé ou pas, mais en tout cas, restait pas indifférent. Il meurt, et ce sont ses fans, eux-mêmes, ses propres fans, qui viennent profaner la tombe. Comment expliquer ces scènes de notre siècle? Eh bien, c'est le manque criard d'éducation, pour ma part. L'incivisme de ces jeunes-là. Pour terminer, je voudrais prier pour que l'âme de ce jeune homme repose enfin en paix, puisqu'il a été réenterré. Et lancer un appel à notre jeunesse. Est-ce que vous accepteriez, vous souhaiteriez que votre tombe, que votre corps soit ainsi traité une fois que vous quitterez cette vie? Il faut retenir qu'il ne faut pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Voilà, la réaction de Mme Laurentine Aguié-Kofi est claire. J'allais dire qu'on fait focus sur les jeunes. C'est vrai que leur comportement n'est pas acceptable, mais elle a initié une sorte d'explication disant que tout vient certainement du manque de civisme, du manque d'éducation. Oui, bien sûr. Effectivement, les enfants assez bien élevés, je ne vais pas injurier les parents des personnes qui ont posé cet acte de vandalisme, les enfants assez bien élevés ne feraient pas cela. Je dis, les parents assez bien élevés ne feraient pas cela. Moi, je prends toujours le cas au Gabon des enfants à jeune âge, à bas âge qui font du braquage. Je dis, nous avons tous été jeunes, moi, ma génération par exemple, on n'a jamais pensé à faire cela. On allait à l'école, on n'a jamais pensé. Aujourd'hui, on arrive dans des bars, je trouve des enfants de 16, 17, 18 ans, 20 ans, en train de boire des bières avec des personnes âgées, avec parfois même leurs parents. Parce que moi, quand j'ai bu ma première dose d'alcool, il ne faut pas le faire, l'abus est dangereux pour la santé, j'avais 28 ans. Parce que j'avais peur que mes parents me voient boire. Maintenant, les choses vont beaucoup plus vite. Mais justement, ça, c'est le manque d'éducation. Parce que moi, personnellement, en tant que parent, je ne peux pas accepter que mon fils fasse certaines choses. Donc, justement, le manque d'éducation, c'est une responsabilité parentale. Et donc, les enfants échappent désormais au contrôle des parents. Il manque un suivi, il manque un gros suivi, justement, sur les enfants. Aujourd'hui, les parents pensent se débarrasser des enfants en se disant acheter une tablette, qu'il aille jouer sur Internet, nous on peut faire vivre notre vie. Ah non, justement, ça ouvre la porte à toutes les mauvaises choses. Mais il y a quand même aussi la responsabilité de l'État, parce que quand on dit que les enfants manquent de civisme, oui, eh bien c'est l'État qui s'occupe de cela. Oui, mais le civisme, ça prend à l'école. L'État met les moyens. C'est l'État qui organise l'école. Mais l'État met les moyens pour que les gens aillent à l'école. L'école est obligatoire jusqu'à un certain âge. L'obligation d'aller à l'école, c'est la responsabilité parentale. Si un enfant décide à 16 ans de ne plus aller à l'école, les parents le laissent faire, ce n'est pas la faute de l'État. L'État a conçu les établissements publics pour que les enfants aillent suivre justement le suivisme, qu'ils soient éduqués. Avec l'appui des parents. Mais bien sûr, mais les parents ne font pas leur travail. J'ai dit, en Afrique, de plus en plus, les parents ne jouent plus leur rôle, même pas qu'en Afrique. En Europe maintenant et un peu partout, les parents ne jouent plus réellement leur rôle. Et ce qui s'est passé ici... L'éducation manque de fermeté. Ça manque de fermeté. On n'a pas dit d'éduquer les enfants avec un bâton à la main.
il faut parler aux enfants. Les enfants, justement, ils comprennent maintenant. Il faut leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si tu fais ça, voici les conséquences. Parce que là, justement, on va peut-être revenir sur les sanctions. Bien il sûr. faut qu'ils soient sanctionnés. Alors, on va retrouver quelqu'un d'autre, un autre confrère qui est directeur du journal L'Intelligent d'Abidjan. Il s'agit du journaliste Assé Alafé, qui donne également son sentiment et qui dédouane, j'allais dire, l'État du Côte d'Ivoire. C'est vraiment déplorable et tout le monde le déplore. Mais il faut peut-être ramener les choses à leur juste proportion. On a lu, on a entendu beaucoup de choses. C'est tout autant déplorable que ce qui s'est passé. Que des jeunes, certains essayent d'expliquer, de justifier en disant que ça traduit une crise de confiance entre ces jeunes et le gouvernement. Ah bon? Mais la mort d'Arafat, là, c'est pas une affaire du gouvernement ivoirien, c'est le monde entier. C'est les artistes de partout qui sont venus, c'est l'UNESCO, c'est plusieurs pays. Donc, le monde entier a menti. C'est-à-dire 40, 50, 100 000 jeunes décident que on ne croit en rien, ni même en Dieu, et que le monde entier a menti. Donc, quand les gens donnent des explications, il faut faire attention. C'est pas seulement une affaire du gouvernement ivoirien. C'est dommage, c'est inexplicable. On pouvait s'attendre à ce qu'il aille sur la tombe dormir là-dessus, mais pas profaner. De toutes les façons, on nous dit que dans le monde, quand on fait des recherches, c'est des choses qui ont existé. Hein, donc, il faut ramener les choses à leur juste proportion. Et puis, malgré notre choc, notre douleur, déplorer, souhaiter que l'artiste pardonne et repose en paix, enfin, après toutes ces émotions. Et puis, une vie qui ne fut pas aisée aussi non plus pour lui. Merci. Voilà qui est clair. C'est vrai qu'on déplore ce comportement des jeunes gens, on déplore l'éducation qu'ils auraient reçue ou qu'ils n'auraient pas reçue de la part de leurs parents. Notre confrère directeur général du journal L'Intelligent d'Abidjan, j'allais dire, je répète même, dédouane un peu, quelque peu le gouvernement, mais les responsabilités tout de même sont partagées. Tout à fait. Les responsabilités sont partagées dans la mesure où l'éducation de l'enfant commence à la maison, se poursuit dans la rue et jusque dans l'institution, donc l'école. Et même à la télévision, dans les médias et tout. Et c'est vrai que, au risque donc de paraphraser M. Karl Rogers ici, ben, ma trempe, c'est-à-dire en tout cas ceux qui ont pratiquement, ceux qui sont nés dans les années 70, ben, l'éducation ne dépendait pas seulement de la seule cellule familiale. L'enfant était pour le village, l'enfant était pour le voisin. Parce que quand moi je me souviens, rendez-vous compte que lorsque le voisin vous trouvait en train de dégrader un bien public, il avait le droit de vous donner une taloche. Est-ce que là, vous n'êtes pas un peu nostalgique, bon, docteur oui, mais rendez-vous compte que le développement, c'est quoi? C'est 2 pas devant, 1 pas derrière. Le japonais, c'est clair. Mais rendez-vous compte que ce sont pratiquement là des valeurs qui s'égrènent au fur et à mesure, dû peut-être au brassage, dû peut-être, je ne sais pas trop, à une forme, entre guillemets, d'émancipation en cours de développement, ou en cours de précocité même. Mais oui, tout à fait. Mais rendez-vous compte que... Le changement dans l'organisation quotidienne de la vie. Voilà, tout à fait. Ce sont tous ces paramètres, mais il ne faudrait pas, là, que les parents ou la société se désengagent. Parce que c'est en laissant un boulevard tel que les enfants se sentent complètement investis de ce qu'on appelle la toute-puissance. Il suffit de faire un caprice, vous avez ceci. Il suffit de faire un caprice, vous avez cela. Mais au final, quelles sont les valeurs que vous gardez au fond de vous? Rien du tout. Okay. Alors, quelque part, j'allais dire, ces enfants, pour ceux qui ont 20 ans, ils sont nés dans la crise ivoirienne. Ils n'ont connu que les armes, la crise, les marches, les bastonnades, les explosifs, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai que c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte parce que effectivement, être né dans la crise, être né dans la génération où on est toujours en train de craindre, ça développe... Les couvre-feux et tout. Ça développe une certaine paranoïa. Moi, je comprends parfaitement le docteur. Ça fait qu'ils n'ont peur de rien, ils n'ont peur, effectivement, comme a dit notre chère, la dame tout à l'heure, Abidjan, a dit, et effectivement, ils n'ont même pas peur de Dieu.
c'est dangereux de ne même pas avoir peur de Dieu. En fait, en réalité, ces enfants n'ont qu'une valeur intrinsèque. Il n'y a plus de vraie valeur parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas quand même. Alors, faut-il sanctionner? Il faut Si absolument. oui, qui? Il faut absolument sanctionner tous les auteurs. La police de Côte d'Ivoire a lancé Oui. des appels à témoins, Absolument, des recherches et tout, Oui, on a avec publication de photos. Absolument, parce qu'on a même vu. C'est là où je veux rejoindre ce qu'a dit le docteur Tessa Moudjengou, Moudjengou il y a quelques instants en disant effectivement, il y en a qui n'étaient même pas conscients de ce qu'ils faisaient. Tu as vu des jeunes filles. Tu regardes leur visage, tu sais que c'est des personnes sages, des personnes saintes. Mais il y a eu quelque chose qui a. C'est comme s'il y avait un lavage de cerveau. Il ne faut pas se fier aux apparences. Oui, c'est vrai, il faut se méfier des apparences. Mais il y a eu comme un lavage de cerveau. Effectivement, hein, il faut faire prendre conscience à ces gens-là. Alors, il faut sanctionner déjà. Il faut sanctionner tout de suite pour que ça n'arrive jamais. Je reviens sur ce qu'on nous a dit. Alors, est-ce Parce que ça a ces déjà jeunes gens... Ça a déjà eu lieu Oui. dans le passé. Ce n'est pas la première fois. Lydia Bobolet aussi, qui était décédée, on avait profané sa tombe. Qui? Les fans. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de normal. Parce que les gens vont se dire, on l'a fait pour Arafat, on le fera pour les autres. S'ils ne sont pas sanctionnés aujourd'hui, ça va devenir un fait récurrent. Et je vous assure, déjà, on n'a peut-être pas évoqué maintenant, j'en profite pour dire, ce que le gouvernement a fait, qui est très bien d'avoir organisé des grands obsèques pour Arafat, ça va poser un problème pour les autres artistes qui vont décéder en Côte d'Ivoire. Ça va être un gros souci. L'histoire du musée, on n'a peut-être pas encore parlé parce que le sujet, c'est la préparation. C'est pas sûr qu'on aura l'occasion d'en parler. Ça va être un gros problème. Et il faut tout de suite arrêter tout cela avant que ça ne se reproduise dans les années à venir. Il faut sanctionner absolument, il faut que la justice fasse son travail. Ok. Alors, les avis de recherche sont lancés, les appels à témoins également. Faut-il sanctionner... Bon, ces jeunes gens, certains sont bien visibles dans les images, dans les photos. Ceux-là, bon, ben, certainement, qui seront arrêtés par la police. Mais faut-il ne sanctionner que ces jeunes gens? Bon, ici, je vais même vous mettre sur le chemin. On dit qu'en Afrique, les autorités politiques ne démissionnent pas quand elles ont failli. Alors que là, nous, on considère que c'est une défaillance. Tout à fait, c'est vrai. Mais nous sommes en Afrique. Donc, il y a cette notion de contextualisation. Mais là aussi, il faut accepter de prendre ses responsabilités. Oui, tout à fait. Mais là, il faudrait que le ministre de l'Intérieur ou de la Défense, ou ceux qui étaient dans le processus, tous ceux qui ont failli doivent démissionner. Absolument. Donc, attendons-nous à une démission collective. Absolument. Attendons-nous, vous dites. Attendons-nous. Si. On respecte le principe. Hein. On respecte le principe. Mais par contre, comme nous sommes en Afrique, et il faudrait donc contextualiser. En gros, ce qui est sûr et certain, ce qui est maintenant visible, le focus, c'est sur ces jeunes adolescents. Alors, est-ce que ça ne va pas faire injuste que de ne sanctionner que ces jeunes? Ce serait très injuste de ne sanctionner que ces jeunes. Moi, je pense que l'État sait qu'elle a une part de responsabilité. Parce que la sécurité n'y a pas été. Justement, ils ont été amadoués. C'était une victoire des Chinois. Ils ont été amadoués pendant toute la soirée parce qu'on leur a offert. Ils ont eu un public génial au Phénicia. Ils ont eu un public génial qui ne laissait pas présager justement ce qui s'est passé au cimetière de Williamsville. Alors, le ministre de la Justice doit démissionner. Le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas comment ça se passe, ou le ministre de la Sécurité doit démissionner. Le commissaire, le haut commissaire comment on appelle ça, celui qui gère toute la police doit démissionner. Le préfet de la commune le préfet d'Abidjan doit démissionner. Et pourquoi pas ça va faire une cascade de démission. Oui, il faut une cascade, il faut renouveler les choses pour que ça serve de leçon pour l'avenir. Comme ça, les autres qui viendront comprendront que ça ne se passe pas comme ça. Ça serait bien. Alors, vu le contexte dont vous parliez tout à l'heure, vous pensez que ça va avoir lieu? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que rendez-vous compte que le politique prend ses racines dans une forme de quoi? De géopolitique. Est-ce que les politiques vont se rendre compte qu'ils ont une part de responsabilité? Mais il y a toujours cette forme de déni de la réalité. Ça n'est pas nous. Alors, le déni dont vous parlez, on l'a retrouvé chez les jeunes, oui, on le retrouve chez les politiques. Oui, tout à fait. Parce que, rendez-vous compte que combien de politiques sont arrivés là, devant la télévision, et dire qu'en tout cas, il y a eu des rapages, nous le connaissons, nos torts. Ok. C'est clair. Ils ont fait que condamner les jeunes, les Chinois. Ils n'ont fait que condamner les Chinois. Donc, alors il faudrait déjà qu'il y ait cette forme d'acceptation. Parce que l'acceptation, c'est quoi? C'est se dire, oui, nous avons failli à tel niveau. Et pourquoi pas se servir de cette faille pour essayer donc de préparer d'autres événements. Oui, parce qu'il y a deux artistes, ils vont partir un jour.
Et il y aura d'autres obsèques. Ce seront Et il y aura d'autres événements. Il y aura d'autres événements. Pas que des obsèques. Voilà. Et aujourd'hui, alors et après, les gens craignent certaines représailles. Les gens qui vont être, les Chinois, là, qu'on a publié les photos, on a fait des appels à témoins, qui vont arrêter. Mais les policiers risquent aussi leur vie. Parce que les Chinois ne vont pas se laisser faire quand on aura arrêté les leurs. Ils vont peut-être vouloir se venger. Ils vont essayer d'identifier les policiers, identifier leur domicile, pour créer des incidents. Attention de ne pas mettre des idées bizarres dans la tête. Je ne mets pas des idées, des jeunes. mais je vous dis que les Chinois, aujourd'hui, il faut avoir peur d'eux. Je veux dire, et le temps... Alors, tous les fans de DJ Arafat ne sont pas... non, ce n'est pas tous des bandits. Il y a eu des responsables, on a vu des gens. Mais je dis, il y a quand même une catégorie... Si on tient compte des explications du docteur Ouidjegou, il y a les dispositions dans lesquelles ils étaient. Oui, mais dans les Chinois, il y avait deux parties. Il y avait quand même une partie des Chinois assez responsables. Il y a aussi ce qu'on appelle les Nushi. Les Nushi, qui ont d'ailleurs fait un avertissement. Et tout ça, c'est la jeunesse ivoirienne. Mais c'est la jeunesse ivoirienne. Donc les Nushi, c'est un peu ceux-là qui ont dit, nous, vous avez tué notre... Vous n'en parlez pas, mais il y a aussi les Nyamboro. Voilà, on ne les connaît pas tous. Alors, je dis qu'à un moment donné, l'État a failli à beaucoup de niveaux. Parce que les mêmes Chinois ont envoyé une liste au comité d'organisation pour dire on ne veut pas voir tel, on ne veut pas voir tel, on ne veut pas voir tel, on ne veut pas voir tel. Et le comité d'organisation ça a été respecté. A tempéré comme si c'était les Chinois qui organisaient les obsèques. On n'a pas eu des gens comme Molaré, on n'a pas eu des gens comme de Bordeaux, c'est vrai. On n'a pas eu des gens comme Ariel Chenet qui a fait une grande partie de la carrière d'Arafat en tant que beatmaker. On n'a pas eu le président de l'Assemblée nationale. Ils auraient voulu interdire la mère du défunt. Il y a eu une liste de plus de 25 personnes qui ont été interdites. Et les gens ont dit, puisqu'on a nous envoyé la liste, les gars, vaut mieux rester chez vous, ne venez pas. C'était une première victoire, c'est-à-dire, vous avez donné un laisser-aller à ces gens-là qui ont dit, on peut se croire tout permis à partir du moment où il reste ce qu'ils veulent. Mais non, ils ont refusé qu'on vienne aux obsèques privées, aux obsèques à l'enterrement. Bon, on va leur montrer que nous, on est plus forts. Et c'est ça, ils doivent tous démissionner, tous, sans exception. Docteur Docteur Moudjegou. Bon, attendons, comme dit l'expression, touchons du bois, que cela arrive. Mais j'essaie de revenir... Que quoi arrive? La démission collective. Bon, une chose est claire, nous sommes en Afrique. C'est lancé, les appels à témoins sont lancés, il y a eu déjà des arrestations, la publication de photos des wanted, bon, on a ça un peu partout. Maintenant, attendons que l'État prenne aussi ses responsabilités en assumant ce qui s'est passé. Ça part. Tout à fait. Ouais, vous avez relevé un fait, M. Abogué, et là je vais souhaiter revenir là-dessus, c'est le climat dans lequel ces adolescents... politique, sociopolitique, de la Côte d'Ivoire, depuis 20 ans. Voilà, dans lequel ces jeunes ont baigné. C'est vrai que, quoi qu'on dise, l'environnement peut également façonner le comportement humain. Ces enfants qui ont longtemps vécu dans cet environnement de guerre, surtout quand on essaie de voir la collègue juriste qui a dit, et qui a été repris par M. Madame Aguier, voilà, qu'ils n'ont pratiquement peur de rien. Ils ne croient en rien. Mais là, c'est pratiquement une génération sans code. Il n'y a plus de valeur. En gros, la mort n'effraie même plus. Dites-moi, combien de personnes normales peuvent se permettre d'aller dans un cimetière, ouvrir, déshabiller la dépouille, le cadavre? Non, mais il faut être dans un dédoublement pour essayer ou arriver à commettre un tel père. C'est clair. Ok, alors tout le monde est d'accord, c'est inadmissible et on pourrait crier un haut là en disant plus jamais ça. On espère vraiment plus jamais ça, parce que si on revient à nous dire que ça s'est déjà passé dans le passé, ça veut dire que ça risquera, si on ne stoppe pas ça tout de suite, ça risquerait de prendre d'autres proportions à l'avenir. Je vous assure, il faudrait qu'on mette un terme à cela maintenant. Et là, j'en appelle aux autorités ivoiriennes, j'en appelle au peuple ivoirien, parce qu'on a condamné injustement tous les peuples ivoiriens, comme c'était le peuple ivoirien qui était fautif à 100%. J'ai vu un dessin aujourd'hui, on dit
ou quelqu'un, un adulte qui demande à un enfant, à un gamin, Comment comment les- s'appelle aujourd'hui, comment s'appellent Ivoiriens. les habitants de la de Côte Côte d'Ivoire? d'Ivoire. On les appelle maintenant les Les Chinois. Chinois. Et ça, c'est une image très négative. Très négative et c'est pas bien. Et il faut la laver rapidement. Oui, parce que justement, les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens en côté hospitalier que moi je connais, et c'est des personnes très intègres. Ils ont le sens de la fête, le sens de l'humour, parce que les Ivoiriens, c'est des fins comédiens, des fins humoristes, tous. Et je ne crois pas que cet acte-là puisse salir de manière globale justement l'image de la Côte d'Ivoire. Il faut justement que les autorités, le peuple ivoirien puisse se mobiliser pour mettre un terme à ce genre d'actes qui ne grandit pas justement ce beau pays, ce beau et magnifique pays qu'est la Côte d'Ivoire. Docteur Tessa Moudiégou, votre mot de fin, un appel à lancer Oui, un appel à lancer. qui serait peut-être des pistes pour revenir à des valeurs. C'est vrai qu'en tout cas, ce problème doit être traité de façon globale. C'est-à-dire... Mais à froid aussi, peut-être. Oh, bon, oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, il ne faudrait pas négliger une approche quelconque. Il ne faudrait pas. Il faudrait que les juristes interviennent, il faudrait que les gens de la défense interviennent, il faudrait que les psychologues interviennent. Parce que Les sociologues également. Les sociologues également. Parce que tout cas, il serait judicieux de mettre sur pied un comité de crise pour essayer de comprendre à tous les niveaux comment l'idée est partie. Alors, est-ce que là, ce n'est pas une façon de perdre les choses? Parce que ce genre de situation, les enquêtes et tout ça, on sait comment des fois ça commence et on ne sait plus comment ça finit. Non, pas du tout. Parce que dans le fond, en tout cas, si les présumés recherchés sont arrêtés, il y a la poursuite de l'enquête. Mais à ce moment, les psychologues ou les sociologues peuvent intervenir. C'est-à-dire, en tout cas, commencer déjà à comprendre quel a été l'élément déclencheur. Quelles sont les réelles motivations? C'est les réelles motivations. Voilà. Jusqu'où qu'est-ce qui a commencé à donner, à impulser l'idée dans les mémoires des autres, comme une forme de lobotomisation, que non, il faudrait que nous vérifions par de nous-mêmes si réellement le cadavre qui est dans le cercueil, c'est bel et bien... C'est le Daïchi. Voilà. Voilà. En gros, c'est ça. Merci beaucoup, docteur Tessa Moudiégou, qui est psychologue et qui a accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup à Carl Rodios. C'était un plaisir. Je crois que beaucoup d'informations ont été données. Nous avons regardé cette situation inadmissible. Nous avons poussé notre haut là et nous espérons que les autorités ivoiriennes, j'allais dire toute la société ivoirienne, nous espérons que cette société ivoirienne va prendre ses responsabilités et que les jeunes gens qui se sont adonnés à ce genre d'actes difficiles à accepter ne seront pas les seuls à être sanctionnés. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.